Madame. Alors, je vais passer la parole à notre rapporteur, Monsieur Mézard, pour toutes les questions qu'il aura à vous poser, et ensuite à nos autres collègues. Merci, Madame la Présidente. D'abord, merci de votre présence, Madame, Monsieur le doyen. Je dois dire, Monsieur le doyen, que votre exposé fut un exposé de raison, ce qui ne nous étonne pas, et vous avez visé les points qui paraissent fondamentaux au niveau de l'information des étudiants, des médecins, au niveau de la formation, au niveau de l'enseignement des sciences humaines et de la recherche clinique. Et puis vous avez terminé sur la question des thèses. Donc je crois que nous avons pu apprécier la synthèse que vous avez réalisée. Bon, vous avez bien conscience que notre préoccupation, c'est bien sûr de ne pas aller à l'encontre de la liberté de conscience, de la liberté d'expression, mais de veiller à ce qu'il n'y ait pas des dérives qui engendrent des conséquences négatives pour la santé de nos concitoyens et aussi de conséquences au niveau d'emprise mentale que nous connaissons. Ce qui aujourd'hui manifestement pose problème, et vous avez fait référence à plusieurs articles récents dans la presse, c'est manifestement l'introduction dans les formations universitaires d'enseignement qui, pour le moins, j'essaie d'être mesuré, pose problème dans la manière dont ils sont réalisés et puis aussi dans leurs objectifs. Si je commence par les thèses, un article récent a répertorié 17 thèses concernant la fasciathérapie et ses dérivés, ce qui est quand même ce qui peut interpeller, bon, pour le moins. Bon. Alors vous nous avez expliqué ce que nous savons, que les avis conjoints qui sont nécessaires pour lancer ces thèses, mais on peut se demander comment ensuite elles peuvent aboutir avec une reconnaissance. Bon. D'un autre côté, nous avons vu qu'il y a, et ça a été aussi, nous l'avons entendu, nous l'avons lu dans plusieurs articles, il y a aussi très clairement des enseignements qui sont donnés par des gens dont on se demande quand même comment ils ont pu devenir professeurs associés dans certaines de nos universités. On voit la question du doctorat de fasciathérapie, on voit le diplôme d'hypnose ericksonienne, on voit un certain nombre quand même d'enseignements dont on peut se demander s'ils ont bien leur place dans nos facultés. Donc moi, je voudrais avoir plus précisément votre avis pour savoir comment vous expliquez qu'il y ait ces enseignements aujourd'hui et ce que vous en pensez déjà comme première question. Madame Richard. Alors, peut-être deux réponses un petit peu distinctes sur la question des thèses d'une part et la question de l'organisation des enseignements d'autre part. En ce qui concerne les thèses, il est possible, et comme vous l'a dit Jean-Louis Gérard, le contrôle du contenu exact de toutes les thèses n'est pas une opération très facile. Donc il est possible qu'un certain nombre de thèses soutenues contiennent des allégations inexactes, fantaisistes, dérangeantes, etc. Et une des procédures qui a commencé à être mise en place dans un certain nombre de facultés de médecine consiste à avoir un comité des thèses qui examine en amont du dépôt du sujet la méthode par laquelle l'étudiant va la traiter. Ce qui est probablement une porte d'entrée vers une garantie sur une meilleure méthode scientifique. Ce n'est pas forcément dans l'objectif dont on parle aujourd'hui que ça a toujours été mis en place. C'est aussi pour améliorer, par exemple, les taux de publication de ces thèses. Mais c'est quelque chose, enfin, ces commissions des thèses peuvent servir à cela.
Après, sur le contenu des thèses à partir des mots-clés, je pense qu'il faut être un tout petit peu prudent. Je n'ai pas lu, je dois reconnaître, les 17 thèses concernant la fasciathérapie. Mais en soi, l'analyse, par exemple, de la population de patients recourant à telle ou telle technique et l'analyse des raisons pour lesquelles ils y recourent n'est pas nécessairement illégitime ou absurde ou inintéressante sur le plan de la production de données médicales. Donc je crois qu'il faut vraiment distinguer, comme on a essayé de le faire, le fait d'enseigner ces techniques et de leur donner le label de techniques efficaces, ce qu'elles ne sont pas, du fait de développer une activité d'information, y compris éventuellement une activité de recherche sur ce qu'est la pratique de ces techniques et les raisons pour lesquelles les patients y recourent, puisque de fait, nous savons qu'elles existent. Donc, je crois que c'est probablement utile d'essayer de distinguer les deux. En ce qui concerne l'organisation des enseignements, mais effectivement, comme le disait Jean-Louis Gérard en introduction, un certain nombre de ces diplômes d'université probablement ne devraient pas exister, pour le faire simple. On n'a pas pu, depuis la fixation du rendez-vous, faire une enquête exhaustive sur l'ensemble des DU existants, mais ce n'est pas très compliqué à faire. Probablement, les procédures qui sont en train de se mettre en route vont mettre en place une évaluation de ces diplômes. Parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, ces diplômes, au moment de leur mise en route, passe par une procédure de contrôle qui est relativement contraignante, qui est une procédure effectivement qui va décrire les intervenants, le programme, les modalités de contrôle des connaissances, etc. Par contre, une fois qu'ils existent, ils existent entre guillemets pour toujours. Il n'y a pas aujourd'hui de procédure d'évaluation régulière et de recertification de ces diplômes d'université. Et on voit bien, et un certain nombre de collègues dans différentes facultés s'en sont aperçus et ont été amenés à intervenir, que la situation peut dériver. La personne qui en était responsable au départ n'en est plus responsable parce qu'elle est partie, elle a fait autre chose. Quelqu'un d'autre a pris sa place, le programme s'est modifié, et puis de fil en aiguille, on peut en arriver à des projets qui ne sont plus du tout ceux qu'avait examiné le conseil de gestion de la faculté ou le conseil des études de la vie universitaire de l'université. Et il nous semble donc que pour ces formations-là, comme pour toutes les autres, il faut mettre en place une procédure de certification régulière. Merci. Si je peux me permettre juste d'ajouter au propos d'Isabelle Richard, c'est l'exemple de ce qui s'est passé à Bobigny, où une procédure d'évaluation a été mise en place et des DU ont été fermés jusqu'à ce qu'il y ait une évaluation correcte, qu'il y ait effectivement des supports universitaires validés, que les enseignants soient validés. Et c'était effectivement des diplômes d'université qui dataient de plus de 20 ans. Qui était sur quel sujet? Que était sur la naturopathie en particulier. Voilà. Merci. Entre autres, puisqu'il y en a plusieurs qui ont été fermés. Est-ce que, puisqu'on vous avez ouvert une parenthèse, je pense qu'on peut peut-être aller jusqu'au bout de cette parenthèse. Ceux qui ont été, les formations qui ont été fermées, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, c'est-à-dire des précisions sur... Alors, il m'est difficile de rentrer dans le détail, puisque j'ai eu les informations récemment, comme vous l'a dit Isabelle Richard, puisque nous avons fait une enquête dans la mesure où nous étions auditionnés auprès des différentes facultés de médecine. Et ce qui est ressorti de l'enquête initiale, c'est justement l'action qui a été menée à Bobigny par le doyen Dumas sur ces DU. Donc dedans, il y avait notamment donc, des thérapeutiques de cette nature. Bon. Voilà, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus et rentrer dans le détail, parce que je serai à ce moment-là parjure par rapport à ce que je devrais dire. D'accord, mais nous demanderons directement. Mais je crois qu'il était important que nous avons bien entendu que vous nous disiez qu'un certain nombre de diplômes d'université ne devraient pas exister. Bon, je crois que c'est ce que vous nous avez indiqué tout à l'heure. Je crois que nous, notre attention aussi est attirée sur le fait qu'un certain nombre d'enseignants, entre guillemets, se prévalant de diplômes d'ailleurs obtenus souvent dans des pays étrangers, arrivent à se faire nommer enseignants en France, et cela manifestement pose un certain nombre de problèmes. Est-ce que vous avez connaissance de ces cas et qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je ne peux parler que de ma faculté ou de celle dont j'ai entendu parler.
la problématique, elle est claire, et il est dans notre propos introductif, c'est-à-dire que ne peuvent se prévaloir de l'organisation d'un enseignement que des universitaires. Or, il est clair que dans une université publique française, ils ne sont pas universitaires, à ma connaissance. Il y a le problème de la nomination de ce qu'on appelle des professeurs associés. Oui, mais les professeurs associés, pour leur contingent principal, concernent essentiellement la médecine générale. Et il y a assez peu, à ma connaissance, mais peut-être qu'Isabelle a d'autres éléments d'information, de professeurs associés qui ne soient pas dans le champ de la médecine traditionnelle, que ce soit les soins palliatifs, la douleur, la médecine générale dont je viens de vous parler. Et à ma connaissance, il y a assez peu de professeurs associés. D'autres natures et d'autres disciplines. Parce que dans nos facultés de médecine, et là encore, je ne parle que des facultés de médecine, les professeurs associés sont en lien avec les sous-sections du CNU. Les candidatures des professeurs associés sont validées par les CNU. Il me semble que le problème qu'il est le plus difficile pour nous de maîtriser, c'est effectivement l'ensemble des intervenants dans des formations rémunérées sous forme de vacation qui sont professeurs à l'université, si ça veut dire faire des cours à l'université. Ça, c'est effectivement factuellement exact. Ils ont fait un cours à l'université et qui ensuite vont effectivement afficher le terme d'enseignant à l'université, puis de professeur à l'université, puis sans être pour autant ni professeur associé, ni quoi que ce soit. Et c'est tout le sens de la vigilance sur les intervenants dans les diplômes d'université, parce que même si le fait d'intervenir dans un diplôme d'université ne donne aucunement le titre d'enseignant ou d'universitaire, il n'empêche que les choses peuvent ensuite glisser délibérément dans l'esprit de celui qui fait glisser, et puis éventuellement dans l'esprit du public, et que le fait d'intervenir dans une formation universitaire, c'est une forme de caution à laquelle il faut qu'on soit vigilant. Tout à fait, mais vous vous rendez bien compte, il suffit d'ailleurs d'aller sur Internet pour se rendre compte qu'un certain nombre d'intervenants dont on peut se demander de la qualité scientifique se prévalent du fait d'avoir donné des cours, d'avoir été associés à l'enseignement dans un certain nombre d'universités. Et pour certains, ensuite, ça leur a permis même de créer des doctorats reconnus par l'État, ce qui est quand même assez original. Oui, mais là, il y a très clairement une usurpation de titre, parce que à l'université, vous avez les professeurs associés ou les maîtres de conférences associés qui clairement passent par les fourches codines des CNU pour avoir le titre. Vous avez les chargés d'enseignement et les attachés d'enseignement, et puis il y a les vacataires qui ne peuvent se prévaloir d'aucun titre universitaire. Et la problématique est probablement là. Effectivement, à partir du moment où ils font un cours, le terme d'associé n'est pas du tout adapté. Mais il est largement utilisé. Simplement, autre question. Vous avez parlé très, très légitimement de l'enseignement, de la nécessité d'avoir des enseignements de sciences humaines au point de vue dans les facultés de médecine. Et si nous, on peut avoir aussi une opinion par rapport au travail qui est fait par cette commission d'enquête, c'est le fait que souvent, dans le sentiment que nombre de patients vont chercher ailleurs ce qu'ils ne trouvent pas dans les hôpitaux au niveau de la relation de l'accueil, et qu'il est donc tout à fait important, voire essentiel, qu'il y ait cette formation en sciences humaines. Donc notre objectif n'est pas de dire tout ce qui est sciences humaines n'est pas cartésien, et il n'en faut point. Mais je souhaiterais aussi avoir un peu plus votre sentiment là-dessus. Je crois que vous avez clairement exprimé le rationnel de la nécessité absolue de l'enseignement des sciences humaines et sociales dans le cadre de la formation des médecins. Nous décrions suffisamment, je pense qu'Isabelle sera d'accord avec moi, pour dire qu'une première année de sélection des étudiants construite essentiellement sur des sciences dures ne permet pas de sélectionner des médecins dont la finalité reste quand même un métier de communication, comme vous l'avez dit,
comme vous l'avez dit, un métier de relation, d'empathie. Et pour nous, je crois que c'est un point essentiel. On ne peut pas concevoir notre formation médicale, la formation médicale des étudiants, sans cette dimension-là. Et d'ailleurs, une réflexion est menée à l'heure actuelle sur une évolution de la formation, y compris du second cycle des études médicales, sur une approche par compétences. Et parmi ces approches par compétences principales, il y a la communication et la relation. Et ça, c'est effectivement un point essentiel pris en compte par la conférence des doyens pour l'évolution de la formation des médecins. Mais nous sommes confrontés à l'heure actuelle par des modalités de sélection qui font qu'effectivement, il y a assez peu de bacs littéraires dans les bancs de la faculté de médecine, et c'est à regret qu'on le dit. Merci. Vous avez commencé par la question de l'information des étudiants et des médecins. On se rend compte aujourd'hui, par rapport au nombre de nos concitoyens qui ont recours à ce que l'on peut appeler des thérapies alternatives ou complémentaires, qui sont un nombre considérable, que parmi ces thérapies alternatives ou complémentaires, il y en a qui ne font pas de mal si elles ne font pas de bien. Par contre, il y en a qui peuvent d'ailleurs faire un peu de bien, ne serait-ce que par ce qu'on appelle l'effet placebo. Et puis, il y en a qui génèrent des risques, et des risques parfois vitaux. Cette information, vous nous en avez rapidement parlé, mais vous voyez comment sa généralisation, parce qu'on voit bien que c'est un phénomène qui prend de l'ampleur, qui découle de ce que l'on vient de dire, c'est-à-dire de l'absence de relations suffisantes, d'empathie, de qualité d'accueil, aussi de ce que l'on lit dans la presse par rapport au problème du médicament. Enfin bon, il y a toute une raison qui explique cela, mais vous voyez comment la mise en place d'une formation, d'une information systématique. Il peut y avoir 3 voies de réponse. La première, c'est effectivement l'enseignement de sciences humaines, mais aussi de psychologie médicale, et la mise en lumière pour les étudiants et pour les futurs professionnels des mécanismes psychologiques qui vont amener le patient à un moment à rompre une relation thérapeutique, à essayer d'en nouer une autre, etc. Donc ça, il me semble que c'est effectivement des sujets qui sont aujourd'hui insuffisamment abordés, probablement moins en France que dans d'autres cursus, et qu'il faut revaloriser. Ça, c'est un des éléments qui va être modifié dans l'organisation de la prise en charge du second cycle. C'est pas facilité par le culte du concours républicain et anonyme, l'évaluation de ce type de compétences, et les étudiants, ils font d'abord ce qu'on va évaluer. Mais ça peut être une première piste. Je pense qu'il y a une deuxième piste qui est extrêmement pragmatique, opérationnelle, un peu anglo-saxonne, qui est un séminaire stratégie de dépistage. De la même façon qu'ont été mises en place, par exemple, des formations, dépistage des enfants à risque de maltraitance, dépistage des femmes à risque de maltraitance, etc. Il me semble qu'on pourrait imaginer, en particulier à partir des documents réalisés et diffusés par la Miviludes, des programmes très courts de formation pour les étudiants d'une part et pour les internes d'autre part, qui leur permettent de détecter en consultation un certain nombre de signes cliniques de fragilité et d'être plus à même de se dire ce patient-là est peut-être une proie un peu plus facile qu'une autre, et puis d'avoir éventuellement un certain nombre de procédures, si on peut dire, pour donner de l'information, permettre l'accès, donner des informations à la famille. Donc ça peut être une deuxième piste. La troisième piste, elle est plus compliquée à doser, qui est jusqu'où faut-il parler de ces méthodes, jusqu'où faut-il en parler aux étudiants, y compris dans l'assez grand détail de leur contenu. D'une part, effectivement, il y en a 400, et puis il en fleurit 25 par jour, donc c'est difficile de suivre toutes les élucubrations de l'ensemble des charlatans sur le marché.
Et puis, il n'est pas bien facile de savoir où s'arrête l'information, où commence une éventuelle promotion et comment on dose ça dans la tête des étudiants. Donc c'est vrai qu'on est pour l'instant sur une position qui est peut-être pas la bonne, qui est globalement d'en parler assez peu, en particulier en formation initiale, en considérant que ça n'est pas de la science, ça n'est pas de la médecine, ça n'est donc pas au programme. Bon, peut-être que cette réponse n'est pas complètement suffisante et qu'il faudrait l'associer à une stratégie claire d'information et de dépistage. Oui, on voit bien qu'il y a quand même un hiatus. Ce n'est pas de la science, ok, on en parle, ce n'est pas de la médecine, on n'en parle pas, mais en même temps, il y a un certain nombre d'enseignements sur lesquels on peut avoir des doutes qui sont pratiqués. Donc, ne pas en parler et, je dirais, tolérer l'existence d'enseignements à risque, j'emploie ce mot volontairement, quand même peu cohérent. Oui, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur le même format de formation ni sur les mêmes publics. Il y a d'une part ce qu'on propose, impose à l'ensemble des étudiants pour leur délivrer le diplôme pour lequel ils sont inscrits dans nos facultés. Et dans ce cadre-là, effectivement, la politique du moment est plutôt on n'en parle pas. Et puis par ailleurs, un certain nombre de formations dont on a dit que certaines posaient potentiellement des problèmes, sont organisées, sont des formations optionnelles. Les diplômes d'université, c'est des formations auxquelles les médecins peuvent s'inscrire principalement en formation continue. Elles ne sont pas dans le corps de la formation médicale. Et donc ma réponse sur ça n'est pas de la médecine et donc on n'en parle pas actuellement concernait la formation médicale initiale, diplômante, nécessaire pour être docteur en médecine. D'accord, mais vous connaissez le risque de l'utilisation des diplômes d'université, c'est-à-dire que la génération de certains enseignements et l'utilisation qui peut être faite de l'obtention du diplôme, ensuite peut avoir des conséquences tout à fait négatives. Je crois qu'on est d'accord par rapport à ce que vous avez dit là-dessus et qu'il y a manifestement de l'ordre à remettre en la matière. Deux dernières questions rapides. La première, que pensez-vous de l'introduction de ces thérapies complémentaires dans les hôpitaux publics parisiens? Ce n'est pas une question piège, hein, c'est une question. Non. Alors, je ne pense rien plus particulièrement de son introduction dans les hôpitaux parisiens par rapport à d'autres hôpitaux, et je ne connais pas la question précise du dossier de leur présence dans les hôpitaux parisiens. Je pense qu'une partie de la réponse était dans la distinction que vous faisiez initialement entre, dans ces médecines complémentaires, un certain nombre de choses ne sont probablement pas dangereuses et relève finalement d'une forme particulière d'accompagnement de la relation clinique, en particulier en fin de vie, et que le massage puisse être un élément de la qualité de vie en fin de vie. Je crois que ça doit pouvoir s'argumenter et on doit pouvoir construire un protocole de recherche clinique qui puisse montrer ça. Et puis ensuite, de la même façon que pour l'enseignement, les hôpitaux universitaires, les CHU, c'est des institutions symboliques puissantes et il y a probablement un certain nombre de techniques qui ne doivent pas y être proposées parce que ça les cautionne à l'extérieur. Mais c'est un peu différent selon la nature de la technique en question et ce à quoi elle est utilisée. Et je crois on ne peut pas les mettre toutes tout à fait dans le même sac et surtout on ne peut pas mettre tous les modes de pratique dans le même groupe. Ça dépend un peu aussi de l'intention, de l'organisation. Mais encore une fois, certaines techniques de massage en fin de vie, ça ne me choque pas qu'on les évalue. Je pense que ça apporte un petit peu de quelque chose à un confort et que les humains ont toujours fait ça. Bien. Non, je n'ai pas d'éléments de réponse supplémentaires, n'étant ni parisien, ni forcément impliqué dans l'enseignement de ces thérapies. Je crois qu'il est évident, et je rejoins ce que dit Isabelle, au-delà de la boutade, qu'il y a des temps particuliers, effectivement, en médecine, et notamment celui des soins palliatifs,
ou de la fin de vie, ou probablement que des accompagnements, je ne dirais pas les thérapeutiques, puisque bien évidemment, on est au-delà de la thérapeutique, mais que des éléments d'accompagnement qui peuvent apporter une dimension humaine, un peu de chaleur, au sens large du terme, ne me paraissent pas complètement désadaptés. En revanche, bien évidemment, je n'ai pas d'éléments de réponse sur ce qui se pratique à Paris en dehors de ces aspects-là. Merci. Et à votre connaissance, les facultés de médecine aujourd'hui font-elles l'objet de tentatives d'infiltration de la part de mouvements considérés comme sectaires? Ma réponse est, à ma connaissance, non. Mais je mesure parfaitement la naïveté potentielle de cette réponse et le fait que la caractéristique de l'infiltration par des mouvements sectaires est d'avancer masquée, et qui me semble donc que la vigilance qu'on doit les uns et les autres avoir, c'est de contrôler l'ensemble des circuits par lesquels ça pourrait se faire. Bien évidemment, de dénoncer si on en a connaissance, mais le fait qu'on n'en ait pas connaissance ne prouve bien évidemment pas que cela n'existe pas. Il y a probablement, en particulier y compris sur les diplômes d'université, etc., un élément qui protège un petit peu nos institutions, c'est la rigidité de leurs règles comptables. Et le fait que, effectivement, les universités peuvent sans doute, à leur corps défendant, fournir une légitimité scientifique. Par contre, elles ne sont absolument pas un endroit où on peut organiser des circuits, y compris de formation, permettant de récupérer des sommes d'argent importantes, etc., ce qui peut être le cas sur d'autres circuits de formation. Monsieur le rapporteur a terminé avec ces questions. Je vais passer la parole à nos collègues de la salle. Y a-t-il des questions? Monsieur Vauvenard. Merci beaucoup. Vous disiez tout à l'heure, finalement, le choix qui semble-t-il est fait aujourd'hui au niveau de la formation des médecins, c'est plutôt d'en parler peu, de ce risque de dérive de médecine qui peuvent être parfois considérées comme des médecines allant jusqu'à être des médecines alternatives. Ne pensez-vous pas que le moment est vraiment venu d'en parler beaucoup et de ne pas prendre le pari d'en parler peu? C'est ma première question. Ne pensez-vous pas, compte tenu de l'évolution, semble-t-il, importante des dérives sectaires, en général, et de manière un peu particulière dans le domaine de la santé, qu'il serait intéressant de former les futurs médecins pour que ceux-ci eux-mêmes forment ou informent leurs patients des risques, des dérives sectaires qui peuvent exister. Dans le domaine de la prévention, on sait bien qu'il est toujours intéressant et pertinent pour un généraliste de passer un peu de temps dans la prévention, utile pour le patient et accessoirement pas inutile pour la sécurité sociale, d'aller vers la prévention. Et là, dans un même ordre d'idée, mais de manière bien comprise, je crois, pour l'intérêt du patient, compte tenu des vulnérabilités de ces derniers, pensez-vous pas qu'il serait intéressant de former à la formation, en quelque sorte, des médecins pour qu'ils informent complètement leurs patients des risques auxquels ils peuvent être confrontés? Dernier point, ou avant-dernier point, il existe parfois, médecine complémentaire, médecine parallèle, il peut y avoir une différence relativement faible, finalement, entre médecine parallèle peut-être et médecine alternative. Et lorsqu'il y a médecine alternative, le danger tout de suite est important pour le patient, bien entendu. Est-ce qu'introduire des thérapies alternatives ne revient pas, d'une certaine manière, à leur donner un crédit et à les légitimer? Et enfin, dernier point, là c'est très précis, c'est un article dont on a été destinataire de Science et Avenir. Alors c'est pas Voici ni Gala, mais c'est qu'un article, donc c'est pas parce que c'est dans le journal que c'est la vérité, donc j'aimerais connaître la vérité. Et donc on nous indique dans cet article, nous parle de la refonte de l'enseignement des sciences humaines en première année de médecine. On
nous dit, ça, on reconnaît que les sciences humaines sont bien sûr très importantes, ne doivent pas être mésestimées dans le cadre de la formation des médecins. Là, ils détiennent le plus fort coefficient des sciences humaines, toutes matières confondues, soit 200 points sur 500 de l'examen du premier semestre, et donc déterminant pour la réussite du concours final. Le seul livre obligatoire que le millier d'étudiants angevins doit acheter est un ouvrage collectif, où on y découvre, entre autres, les vertus supposées des thérapies chamaniques, et où il est indiqué également que la médecine par l'épreuve, donc forcément qui est le fondement de la médecine moderne, y est régulièrement dénigrée. Comment se fait-il que ceci soit possible, si tant est que ça existe? Mais j'attends de vous de savoir si ça existe ou pas. Alors, je crois que c'est Madame Richard qui va répondre. Vous allez répondre sur les 3 points, Madame? Mettez, voilà. Non, en ce qui concerne donc, la première partie de votre questionnement, et la première question qui est: faut-il en parler beaucoup ou parler peu? Parler beaucoup ou parler peu, je vous prie de m'excuser. Fort ou en face, c'est cela, oui. Bien. En parler beaucoup, c'est s'exposer au risque de la valorisation, c'est s'exposer au risque d'aborder des méthodes, et c'est s'exposer au risque de s'éloigner de la méthode de l'enseignement, de la médecine dite factuelle ou de l'evidence-based medicine. Et ça, je crois que c'est un risque important. En revanche, il est indispensable d'en parler pour effectivement, et c'est comme je l'ai dit d'ailleurs dans mon propos introductif, pour protéger les malades du risque d'éloignement de la médecine classique, du risque d'éloignement de la thérapeutique. Mais je crois que là se pose la question de fond de toutes les médecines, même les plus anciennes, qui n'ont pas démontré leur efficacité. Et je crois qu'il est fondamental d'aborder la recherche clinique sous l'angle que j'ai développé, à savoir que tout doit être démontré et que les résultats doivent être publiés. Donc ça, ce sont les éléments de réponse que je me permettrai d'apporter. Après, comme il a été dit dans l'exposé introductif, il faut savoir à quel moment on aborde ces sujets-là. La perception, la vulnérabilité des étudiants est aussi une réalité. Et probablement qu'il est souhaitable d'aborder davantage ces sujets-là dans le 3e cycle des études médicales, où les étudiants sont déjà davantage construits dans leur raisonnement, que de l'aborder davantage, puisque vous parlez de parler beaucoup, dans le cadre du début de la formation des études médicales. Donc ça, c'est un élément de réponse que je voudrais aborder. Et pour continuer, en fait, sur le moment de l'enseignement, et on vous a parlé aussi de patients qui étaient davantage vulnérables à ce type d'approche de traitement, que sont la gériatrie, la psychiatrie, la cancérologie, les soins palliatifs d'une manière générale. Et je crois que la question se pose à ce moment-là, et on revient, et la boucle est un peu bouclée, sur l'enseignement du 3e cycle des études médicales. Mais il est important que, effectivement, on revienne sur les fondements de l'exercice médical. Et moi, je voudrais aborder là aussi une autre question, qui est celle de l'exercice particulier des médecins généralistes, qui ne rentrent pas de fait dans le circuit de la médecine générale conventionnelle et notamment de la permanence des soins, au nom d'un exercice particulier, que ce soit la mésothérapie, que ce soit l'homéopathie, entre autres. Ces questions-là sont des questions qui débordent largement le cadre de cette mission, mais on en revient à la même chose, en fait. C'est l'implication de tous dans une médecine classique, conventionnelle et remboursée. Angers, je te laisse aborder le sujet. Madame Richard. Effectivement, la réponse à propos de l'article de Sciences et Avenir, dont vous avez d'ailleurs peut-être aussi noté qu'il est repris récemment dans le dernier numéro de Paris Match. Nous considérons clairement cet article comme diffamatoire et nous avons déposé une plainte. Un droit de réponse a été apporté par l'Université d'Angers. Sur un plan plus factuel, en ce qui concerne par exemple le coefficient d'épreuve de sciences humaines, il s'agit de 200 points sur 1000 au concours et pas de 200 points sur 500.
En ce qui concerne l'ouvrage qui est mis en cause, il s'agit d'un ouvrage collectif qui est l'ouvrage du Collège des enseignants de sciences humaines intervenant en faculté de médecine, qui comprend un premier chapitre. Il se trouve que c'est le premier chapitre du livre sur les médecines préscientifiques, qui aborde la question du chamanisme, mais qui n'en fait bien évidemment pas l'apologie, de façon à ce que chacun puisse se faire son opinion. Avec l'accord de l'éditeur, ce chapitre du livre a été mis en libre accès sur le site de l'Université d'Angers. Vous pouvez donc le télécharger et le lire. Et il nous semble que cet enseignement de sciences humaines en première année à la faculté de médecine d'Angers correspond tout à fait typiquement aux objectifs d'un enseignement de sciences humaines en première année de médecine, c'est-à-dire un enseignement d'épistémologie, de droit, de sociologie, d'histoire de la médecine, qui permettent de donner aux étudiants le contexte dans lequel se situe la médecine, et effectivement en aucune façon à une apologie du chamanisme, comme cela apparaît en surtitre dans l'article de Sciences et Avenir. Merci. Je vais passer la parole à Madame Deroche. Oui, une question assez rapide. Est-ce que chez vos étudiants, vous ressentez un regain ou une appétence particulière pour l'enseignement de ces médecines non conventionnelles? Non, pas particulièrement. Ou une demande spécifique en cours d'études ou en... Non. Je peux répondre pour quand. Pour quand, je n'ai pas ce sentiment-là, sincèrement. Nos étudiants, ils sont le reflet du reste de la société. Ils ne sont pas protégés, et c'est bien tout l'intérêt d'une information. C'est pas d'être étudiant en médecine qui vous protège contre une approche irrationnelle, inadéquate, etc. Il faut donc effectivement démonter l'ensemble de ces mécanismes-là, mais il ne me semble pas en recrudescence particulière. Mais là aussi, on est peut-être naïf, mais on n'a pas observé ça. Chers collègues, y a-t-il d'autres questions? Madame Prince. Alors, j'aimerais savoir s'il y a des malades qui se sont plaints d'avoir été contactés ou soignés par des médecins qui pratiquent ce qu'on dit la médecine parallèle. Est-ce que le malade, il voit ça ou bien comment ça se passe? Je crois que c'est toute la difficulté, et c'est toute la difficulté aussi de la construction d'un module d'information pour les étudiants. C'est que il me semble que le rôle du médecin et ce qu'on doit donc apprendre et ce que nos étudiants doivent avoir la compétence de faire, c'est dans un certain nombre de situations à protéger le patient contre lui-même, ou en tout cas contre la situation dans laquelle son état de faiblesse et l'abus de l'interlocuteur l'a mis. Et ça, c'est forcément une situation compliquée, puisque c'est les patients embringués dans ces dérives sont des patients qui rompent le compte, dans les situations les plus graves, qui rompent le contact avec leur médecin traitant. Et c'est sur ces éléments-là, il me semble qu'il faudrait développer des modules de formation. Je pense que le modèle de ce qui a été fait avec une certaine efficacité quand même ces dernières années en termes de formation des médecins au dépistage de la maltraitance, c'est un modèle qui doit pouvoir resservir pour construire un module formation des médecins au dépistage des risques encourus par les patients vis-à-vis des dérives sectaires. Chers collègues, d'autres questions? Non. Monsieur Fauconnier. Est-ce que vous constatez, par exemple, un lien entre ce type de dérive de pseudomédecine avec certains lieux où il y a une forte densité médicale? Voilà, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a un lien économique dans la diversification de ce genre de fantaisie? Je crains que la conférence des doyens n'ait pas envoyé les bons représentants, parce que nous sommes tous les deux à la tête de facultés de médecine qui sont vraiment pas confrontées au problème de la surpopulation médicale, qui sont vraiment plutôt confrontées à la question des déserts médicaux qui les environnent. Je ne sais pas si c'est lié à la... je pense que la surpopulation... Je n'ai pas de réponse à votre question, je ne sais pas. Madame Lipietz. Eh bien, je vais rebondir et vous poser justement la question inverse. Est-ce que c'est pas parce qu'il y a des déserts médicaux, qu'il y a des failles dans notre couverture médicale, que certaines
sectes ont pu prospérer, parce que c'est quand même l'objet du débat, c'est pas tant les dérives médicales et vers des pratiques qui ne sont peut-être pas très hétérodoxes, mais plutôt est-ce que à travers l'approche d'un malade, certaines sectes n'arrivent pas à prendre pied et à imposer à ce moment-là leur médication quelque peu farfelue. C'est quand même très compliqué de répondre à votre question, bien évidemment. Je me permettrai un premier commentaire, c'est celui de la notion de désert médical. Je ne sais pas si on peut parler de désert médical ou de désert d'aménagement du territoire. Ma question reste, elle est posée. Et je crois qu'on ne peut pas se permettre de rejeter sur nos jeunes médecins, nos jeunes collègues, la seule problématique de cette nature. Ça, c'est le premier point. L'histoire de nos régions montre quand même qu'il y avait autrefois des guérisseurs. Bien. Que c'est quelque chose qui a un sens avec l'histoire de nos pays, au sens large du terme, de nos cultures. Moi, j'ai le souvenir d'avoir effectivement fait modifier très largement une thèse sur les sources guérisseuses en Basse-Normandie, où les conclusions ne me paraissaient pas complètement factuelles. Et je crois qu'effectivement, on est confronté d'une part à l'histoire et d'autre part à la réminiscence du passé, bien évidemment. Je ne suis pas sûr que dans la ruralité, il y ait de la place à l'heure actuelle pour des médecines qui restent quand même, pardonnez-moi l'expression, très spirituelles. Non pas qu'il n'y ait pas d'abord et de compréhension de la spiritualité dans nos campagnes, mais il y a un pragmatisme certain. Hein, et je crois que, même si bien évidemment on ne peut pas répondre factuellement à votre question, il y a quand même des éléments de réponse qui sont dans l'histoire de nos pays. Simplement. Moi, c'était pas la ruralité qui était visée dans ma question. Je pense que c'était plutôt un certain secteur ou la boboisation de certaines pratiques ici ou là. Hein. C'était plutôt ça. Et là, la densité, elle est incontestable des médecins quand même. Écoutez, moi, je ne veux pas apporter d'éléments de réponse factuels au risque d'être parjure. Néanmoins, si vous regardez la répartition des médecins exercices particuliers, ce qu'on appelle les MEP, ils sont essentiellement dans les zones urbaines. Plus d'autres questions ? Madame le professeur, monsieur le professeur, merci de vos réponses, merci de votre présence et d'avoir répondu à toutes nos questions.